Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à l'Institut Bertrand Schwartz. J'ai entre les mains un livre qui s'appelle « Des ruptures de scolarité au retour d'équilibre ». Bonjour Amel Kouza. Bonjour. Vous êtes la responsable de cet institut. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter l'institut et vous présenter, puis après on va plonger dans le cœur du sujet. Alors, l'Institut Bertrand Schwartz porte le nom du créateur des missions locales, qui en 80 a eu la mission, en très peu de temps, d'explorer quelle était la situation des jeunes afin de trouver des solutions. 40 ans plus tard, les missions locales sont toujours bien vivantes et l'Institut a été créé en 2011 du temps de Bertrand Schwartz afin de prendre un peu de hauteur, d'être un laboratoire de réflexion et d'idées. Il n'a vraiment été lancé avec une feuille de route active qu'à partir de 2022. Et j'en suis la responsable depuis 2022, puisque je suis la première personne mise à disposition à temps plein sur ce sujet. Je viens du réseau, j'ai commencé en mission locale en 2008, je suis psychologue de formation et j'ai eu beaucoup de casquettes, dont la casquette orientation qui a été une casquette centrale pendant de nombreuses années. Donc accompagner les jeunes à l'élaboration de leurs projets de vie, leurs projets professionnels. Et après, j'ai eu des casquettes d'aller vers. J'ai fait beaucoup de travail de repérage et d'accompagnement de jeunes qui sont en situation de méfiance ou de défiance des institutions avec des clubs de prévention, toujours au sein des missions locales. Et dans ce cadre-là, quand l'obligation de formation est arrivée en 2019, j'en ai eu la responsabilité au sein de la structure. Donc l'obligation de formation, on l'a mal nommée, c'est-à-dire l'obligation de situation pour tous les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et l'idée étant de les accompagner à reprendre un rythme, à reprendre l'envie de s'engager dans un quotidien. Donc j'avais cette charge-là. L'envie d'avoir envie. Exactement. Peut-être qu'il faut qu'on définisse quand même le terme mission locale, parce que tout le monde ne connaît pas. Oui, alors ce sont des associations qui sont toutes indépendantes, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, que ce soit hexagonal ou ultramarin. Il y en a 426. On a donc tous les territoires qui sont concernés par une mission locale. Aucun jeune qui a entre 16 et 25 ans n'a pas de mission locale. C'est-à-dire qu'il y a plus d'antennes de missions locales que de collèges en France, puisqu'il y a 6800 points d'accueil. Donc ce sont des associations à part entière, mais avec une forte prégnance territoriale, puisque toute leur gouvernance ont des élus. Ça fait partie de la charte des missions locales. Les élus locaux doivent travailler au sein du bureau des associations missions locales. On a un échelon régional et un échelon national. Et l'Institut est logé au sein de l'Union nationale des missions locales. C'est une association sœur. On travaille en collaboration, en complicité, et on se complète sur le champ du plaidoyer, sur le champ de l'accompagnement du réseau. Très bien. Pourquoi avoir décidé de consacrer un numéro de votre revue au décrochage scolaire ? Je sais qu'on ne va pas parler de ce mot-là, parce que ce n'est pas le bon mot, mais c'est un peu le sujet quand même. Vous l'avez appelé les ruptures de scolarité. Oui, alors l'Institut a une fonction d'observatoire et de chambre d'écho de la parole des jeunes. Et à ce titre, on a un enjeu très fort dans le choix qu'on fait de nos sujets. Ces sujets qu'on traite doivent être au cœur et des préoccupations des jeunes et des préoccupations du réseau qui les accompagne. On a en 2024 50,3% des jeunes qu'on accueillis qui étaient sortis du système scolaire, sans certification validée ou sortis en cours de premier cycle ou ayant abandonné un CAP ou BEP avant la classe de terminale, ce qui nous rend à la fois légitimes sur le sujet, c'est-à-dire 50,3%, c'est un chiffre conséquent, et en même temps ça nous rend responsables, c'est-à-dire d'aller un petit peu plus loin que juste l'accompagnement. On arrivait aussi au bout des 3 ans d'application, de mise en œuvre de cette obligation de formation dont les missions locales en sont les opérateurs responsables et principaux. Donc sans être dans une étude de l'obligation de formation, on était quand même dans un besoin de prendre un peu de hauteur sur ce que vivent ces jeunes qui arrivent en mission locale avec ces expériences et vécus de rupture de scolarité. Et effectivement, on a pris le parti d'appeler ça les ruptures, puisque on en parlera juste un peu après, je pense, pour pas faire peser la responsabilité sur les jeunes, mais pour rentrer vraiment dans une dimension de responsabilité collective. Le chiffre que vous citez est bien plus important qu'on ne l'imagine, parce qu'on parle souvent de 90 et plus % de réussite au bac, mais en fait, ces jeunes-là n'arrivent pas justement jusqu'à la classe de terminale où ils peuvent passer le bac.
Alors voilà, donc on accueille chaque année 1 200 000 jeunes, on en accompagne 400 000. Et sur ces 1 200 000 jeunes, nous avons en 2024 accueilli 50,3 qui étaient sans effectivement qualification. Donc, ce qui veut dire que les jeunes qui sortent sans qualification arrivent en mission locale, ce qui est plutôt bon signe, puisqu'on est là pour ça aussi. Le sujet du décrochage scolaire, à quel moment il est apparu comme un problème public en France ? Ça fait des années qu'en fait, petit à petit, des réformes avancent dans la mise en lumière de ce phénomène. Ça a été très longtemps tabou, il ne fallait pas en parler. Comme si on créait le problème en parlant. D'ailleurs, dans le rapport Schwartz de 81, on a spécifiquement demandé à Bertrand Schwartz de ne pas parler de l'école pour ne pas créer des problèmes avec cette institution qui avait pas besoin d'entendre parler de ça à ce moment-là. C'était compliqué. Donc ce tabou est resté longtemps. Maintenant, ça fait vraiment 30 ans, 40 ans que les choses sont dites, posées. Avant, on disait que l'école n'était pas faite pour les jeunes. C'était plutôt dans ce sens-là que c'était pris. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ce parti pris de parler de rupture et pas de décrocheur, pour prendre conscience que c'est beaucoup plus large que cette idée d'être adapté ou pas au système scolaire. Et donc des réformes successives ont fait que l'école se saisit vraiment pleinement de ce sujet, et la société tout entière se saisit, et petit à petit l'école s'ouvre à la fois à ce sujet et à des partenariats extérieurs. D'ailleurs, le décrochage diminue, on a beaucoup plus effectivement de jeunes diplômés qu'avant. Les parcours vont jusqu'au bout. Alors il y a des réformes qui font qu'il n'y a plus de redoublement systématique. Les passages favorisent aussi ça, cette illusion que le décrochage vient plus tard, donc il est comptabilisé différemment. Mais le phénomène est aujourd'hui un vrai sujet de société, et plus un tabou. Est-ce qu'il y a des influences liées aux politiques éducatives ou aux inégalités sociales ? Oui, alors ça fait partie de nos problématiques, c'est-à-dire est-ce qu'on doit traiter d'abord les inégalités sociales ou d'abord les autres sujets du décrochage scolaire. Il y a évidemment une influence très forte. On ne peut pas essentialiser et dire que c'est uniquement les inégalités sociales qui sont un facteur propice à ça, mais c'est un facteur aggravant et un accélérateur de particules. C'est-à-dire que les jeunes accompagnés en mission locale sont pour une grande majorité d'entre eux, pas tous, mais concernés directement par les inégalités sociales. Et d'ailleurs, c'est une réalité, les chiffres qu'on évoque dans l'approche sociologique de la revue, c'est 16% des enfants d'ouvriers sont décrocheurs quand il n'y en a que seulement 3 d'enfants de cadre, 22% quand la mère n'a aucun diplôme, 3% quand elle est diplômée du supérieur. Donc ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes sur les inégalités sociales comme facteur aggravant du décrochage. Voilà, les deux sont forcément à regarder et à traiter ensemble et en articulation. C'est indispensable. Je comprends des chiffres que vous nous donnez aussi que ça implique que les décrocheurs, entre guillemets, ne sont pas un groupe homogène. Ils ont plein de particularités, peut-être plein d'histoires. Voilà, oui. Alors il y a des études très sérieuses qui font état de profil type, de typologie. On peut effectivement dresser un certain nombre de portraits robots de jeunes décrocheurs. Pour autant, ça n'a pas été notre parti pris, parce qu'on part du principe que le décrochage déjà peut arriver à tout le monde, à n'importe quel moment du parcours. D'ailleurs, maintenant, on parle énormément, enfin, du décrochage universitaire, qui est un vrai sujet aussi, et qui est un sujet qui doit se traiter à part. On a hésité à l'introduire dans cette revue en se disant que ce n'est pas tout à fait le même sujet. Mais donc, ça peut arriver à tout le monde, et surtout, ça ne nous définit pas. Quand on vit un moment de décrochage, ça ne nous définit pas ni pendant, ni après. C'est-à-dire, c'est vraiment 3 risques majeurs, en fait, à rentrer trop dans l'idée que c'est par le profil que c'est important de s'intéresser au décrochage. C'est d'abord d'essentialiser les jeunes, c'est de réduire leur identité à la seule dimension de leur expérience du décrochage, leur faire porter la responsabilité, dont on parlait tout à l'heure, de ce décrochage, alors qu'on part du principe que c'est collectif, c'est-à-dire qu'on est tous fabricants de ce décrochage et on est tous potentiellement outils pour transformer le fonctionnement actuel. C'est un fonctionnement systémique, donc on est tous responsables collectivement. D'ailleurs, il y a un exemple d'article sur le désajustement élève-école sur l'orientation subie qui est dans la revue qui évoque ça, c'est-à-dire que un jeune a des aspirations, l'école a des aspirations, et ça ne matche pas toujours, et donc c'est important de se rendre compte que c'est très partagé. Et le dernier risque majeur de croire que c'est un groupe homogène, et c'est la conséquence des 2 premiers, c'est de nier la possibilité de dépasser ce décrochage. C'est-à-dire qu'on peut rebondir, voire sublimer, en tout cas rechercher un équilibre et le retrouver, ça c'est l'objectif en fait. Donc s'enfermer trop dans l'idée d'un profil, c'est prendre le risque de devenir ce profil, alors qu'en fait c'est une expérience de vie qui passe. C'est intéressant cette notion de désajustement subi, parce qu'on ne se l'imagine pas forcément quand tout va bien.
Je voudrais qu'on s'intéresse, si vous voulez bien, aux jeunes, un peu à leur tête et à leur cœur. Qu'est-ce qui se passe en eux quand ils décrochent, quand, en tout cas, à un moment donné, la rupture se fait? Alors, il y a plein de vécus différents, puisque ce ne sont que des histoires personnelles. Même si c'est une responsabilité collective, le vécu du décrochage reste avant tout une histoire individuelle, qui se nourrit autant de vécus personnels que d'expériences scolaires. D'ailleurs, il y a la roue du décrochage et du SCOL qui fait état de 16 facteurs, 11 qui sont en lien direct avec l'école, 5 en dehors de l'école. Mais les jeunes évoquent beaucoup de souffrance et aussi beaucoup de soulagement à l'issue d'un décrochage. Il y a vraiment les deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a ce décrochage qui libère, qui permet enfin d'arrêter quelque chose qui faisait mal, et l'autre qui crée un effondrement, c'est-à-dire que vraiment c'est une souffrance telle d'avoir le sentiment d'être rejeté en fait d'un système. Donc on a vraiment les deux pendants et avec tout le spectre au milieu, c'est très très large, les vécus sont très 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 différents. Et d'ailleurs les capacités à en faire quelque chose derrière sont très différentes aussi. Donc sur l'expérience elle-même du décrochage et ce qui pousse à décrocher, il y a autant les difficultés d'apprentissage. Bien sûr, l'accumulation de lacunes qui, à un moment donné, prennent toute leur place, font partie des schémas assez classiques, mais le décrochage ne concerne pas que des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. On a des élèves qui ont même, au contraire, des facilités, et donc il faut s'intéresser au manque d'intérêt pour les activités proposées, à l'absence de plaisir, à l'expérience scolaire dans son ensemble, à l'isolement par rapport à ses pairs, du fait de harcèlement entre pairs ou de harcèlement de l'institution. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde très peu, parce que c'était un sujet énorme, et quelque part, c'était de ne pas le traiter que d'en faire juste un article. Ça aurait pu être une revue à part entière. Mais en fait, tout élève, tout jeune, tout enfant a des difficultés parfois personnelles qui prennent le pas sur le quotidien scolaire à tel point que finalement ils n'arrivent pas, et je le mets entre guillemets, à décrocher de leurs problèmes personnels à l'école. L'école n'arrive plus à les nourrir suffisamment parfois pour les faire décrocher de leurs difficultés. Donc ce même mot, oui, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Pour les parents qui ont la sensation que leur enfant est peut-être en train de décrocher, qu'est-ce qu'ils pourraient leur poser comme question? Qu'est-ce qu'ils pourraient regarder comme signe? Parce qu'on a parlé de la notion de plaisir. Un enfant qui dit « j'ai pas envie d'aller à l'école », est-ce que c'est un danger est-ce qu'il risque d'aller vers le décrochage ou... Alors c'est rarement bon signe de ne pas avoir envie d'aller à l'école. Il faut effectivement interroger les raisons de cette difficulté. Est-ce que c'est un niveau de stress trop important? On a quand même à l'école une pression, une compétition, le mythe de devoir s'accomplir et de dépasser les limites, etc. Les notes sont un vécu assez traumatique pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi je me sens concernée. Ça faisait partie des ingrédients de l'école que j'aimais loin, que j'ai su dépasser, mais parfois ça reste un énorme obstacle difficile à dépasser. Un désintérêt, on ne veut pas aller à l'école parce qu'on trouve aucun sens à ce qu'on fait, qu'on n'arrive pas à comprendre l'intérêt pour son parcours de vie de tous ces apprentissages. Parfois, des vécus difficiles, donc on en parlait donc avec les camarades ou avec les enseignants. Dans les témoignages des jeunes qu'on a eus pour la revue, on avait autant de vécus difficiles au sein de la classe avec ses pairs que dans sa relation avec des enseignants qui parfois, dans leur récit en tout cas, alimentaient ce climat un petit peu délétère avec vraiment des expériences de sentiment de harcèlement de la part de l'institution ou d'enseignants à part entière. Et puis, parfois on ne veut pas aller à l'école parce qu'on trouve qu'on n'y a pas sa place. Et donc là, il faut se la raconter, cette place, et essayer de comprendre quel est le chemin qu'on peut trouver soi au milieu de cette obligation qu'est l'école, quoi. On a cité un peu le stress, l'adversité précoce, le coût de la résilience. Comment est-ce que cette dimension biologique et psychologique participe à la rupture scolaire? Alors on a un article d'une neuropsychologue qui fait état d'une théorie qui se développe et qui s'installe même dans le champ de la recherche sur l'adversité précoce. Ce sont des expériences, des épreuves de vie que rencontre un enfant avant ses 13 ans. Donc il y a évidemment les violences verbales, physiques, tout ce que peuvent subir les enfants de ce côté-là, mais aussi la maladie d'un parent, la toxicomanie d'un proche, la perte d'un proche, le divorce des parents sont autant d'éléments de vie pour lesquels l'enfant peut donner le change, peut faire preuve de résilience, comme on le dit trop vite et trop souvent. Mais en fait, parfois cette résilience, elle n'est pas complète et elle a un coup très fort, et qui se traduit derrière par un effondrement en fait, de ses capacités à faire face au stress quotidien qui, pour nous paraît simple, prendre le bus pour aller à l'école, entrer dans une salle pleine et bruyante, supporter un reproche. Et c'est un effondrement qui parfois se fait de manière passive. C'est ça l'adversité précoce qui est développée dans cette théorie, c'est qu'en fait, il n'y a plus aucune réaction.
Et donc cette apathie, cette absence de lien qu'on a avec ces jeunes, qu'on considère démotivés, parfois c'est l'expression même d'une souffrance très forte et qui ne se voit pas, parce qu'en fait ils se font oublier, ils disparaissent au fond de la classe et petit à petit s'éteignent et jusqu'à un moment donné ne plus venir du tout. Donc là il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, mais quand même chacun prend sa part de responsabilité, la société doit prendre sa part de responsabilité. Qu'est-ce que les parents peuvent faire et qu'est-ce que l'école peut faire pour créer un environnement qui serait plus protecteur ? Alors oui, créer un collectif de classe sain et serein, c'est un objectif évidemment à atteindre. Les classes surchargées ne sont évidemment pas forcément propices à ça, mais tout dépend, parce qu'après on peut créer le collectif dans une classe forte tout en ayant des temps en demi-groupe ou en petits groupes. En fait l'idée c'est que les élèves ont besoin d'être reconnus en tant que personnes, d'être nommés sans être jugés. Et donc, quand dans un collectif, il y a un certain nombre de personnes qui prennent toute la place, parce que c'est comme ça qu'ils ont besoin et qu'ils n'ont pas le choix que d'être et de s'exprimer, jusqu'à même se faire renvoyer pour pouvoir aller au bout de ce décrochage, parce que c'est leur façon de faire. Et il y a des élèves qui disparaissent parce que c'est leur seule façon de faire face à l'adversité. Donc, que l'élève soit reconnu en tant que personne, dans un collectif, ça me paraît être une première étape. Les enseignants ne peuvent pas tout faire, ils n'ont évidemment pas le temps de ça, mais peut-être que de repenser le temps scolaire avec des temps moins formels, avec des collectifs moins chargés, et avec des objectifs qui sont moins sur l'apprentissage théorique et plus parfois sur l'expérience de vie en collectif, c'est-à-dire de l'intelligence collective, du faire ensemble. Il y a d'ailleurs des établissements qui le font, avec des ateliers dans la nature, de culture, enfin voilà, tous ces aspects-là qui permettent à chacun de trouver sa place dans sa relation à l'enseignant, dans sa relation à ses pairs et dans son identité d'élève, dans son rôle d'élève. C'est pas une identité, c'est un rôle et une fonction qui est provisoire pendant quelques années, mais qui prend quand même beaucoup de place. En vous écoutant, je pensais qu'hier c'est la journée de la gentillesse et je me demandais est-ce que il y a une place pour que les jeunes aident les autres jeunes, je sais pas, en prenant moins de place, en prenant plus de place, en allant vers eux. Alors clairement, le pair à pair est une clé de la réussite. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'entraide mutuelle à une époque lointaine dans les campagnes, quand les classes étaient à plusieurs niveaux. On demandait aux plus grands d'aider les plus petits. Il y a encore plein d'enseignants en élémentaire qui ont cette logique-là, qui demandent à ceux qui sont les plus à l'aise ou qui font les choses plus rapidement, de prendre le temps pour les autres. Donc de développer la bienveillance, de développer l'entraide mutuelle, ça me paraît être une clé, pas que pour l'école, pour la société tout entière. De plus en plus, le mot bienveillance est un gros mot. Je pense qu'il est urgent de le réhabiliter et d'en faire effectivement un mantra. Il faut être gentil les uns avec les autres. C'est une belle base. Alors, on va parler du chemin du retour, de la fin de la rupture. Qu'est-ce qu'il y a comme différentes manières pour un jeune de se reconstruire ? Déjà, comme après toute rupture, quelle qu'elle soit, quel que soit l'âge à laquelle ça arrive, on a besoin de temps. L'expérience, comme on le disait tout à l'heure, peut être à la fois libératrice ou très angoissante. Mais dans les deux cas, il y a forcément une succession d'étapes nécessaires. Il y a un article qui parle de ça. Deux sociologues, Joël Zafran et Juliette Vollet, ont décrit ces étapes. Donc ils parlent du temps de la satisfaction, la liberté retrouvée, le temps de l'ennui, quand trop de liberté devient enfermement, le temps du désenchantement, quand on essaye de se remobiliser et qu'on échoue, et enfin une latence, un vide rempli d'incertitude qui est nécessaire, qui est indispensable à la prise de décision. C'est-à-dire que si on n'a pas ce moment où on doute, ce qu'on va faire comme choix derrière ne va pas forcément être le bon, le sien, ou en tout cas va pas forcément durer. Donc cet enchaînement d'étapes n'a évidemment pas la même durée pour tous, mais il est nécessaire de laisser le temps au temps. On était dans des citations de chansons. Il faut accepter l'idée qu'il y a un deuil nécessaire à faire après cette étape-là, en fait. Donc les parents, en tout cas, on peut leur conseiller de laisser ce temps de latence, d'observer leur enfant qui va prendre le temps et de passer à travers chacune des étapes sans essayer à tout prix de le raccrocher à un système, à un train qui semble avancer et qui va le laisser sur le côté. Alors oui, et en même temps, il ne faut jamais arrêter de proposer, sans être dans la pression de la proposition qui doit devenir acceptation, mais effectivement, laisser le temps, observer et parler en fait, échanger, et pas hésiter à se faire aider. D'ailleurs aussi, un tiers permet parfois une meilleure expression. Est-ce que c'est parfois où moi j'avais entendu dans le passé auprès d'associations qui nous avaient dit en fait il faut de toute façon se faire aider, il faut que la famille se fasse aider, que le jeune soit aidé, mais aussi que les parents soient aidés? Je suis pas sûre d'aller dans le sens de il faut toujours. Je pense qu'il faut aussi s'écouter. Parfois on a les ressources pour y arriver.
Alors après, se faire aider, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a le besoin d'altérité, c'est-à-dire d'aller vivre autre chose, rencontrer des associations, des structures d'insertion ou des lieux où on va expérimenter des choses. Si ça, c'est se faire aider, c'est-à-dire trouver de la ressource ailleurs, oui. Ça ne veut pas forcément dire là tout à l'heure, je parlais plutôt d'un accompagnement psychologique, par exemple, pour permettre à ce que l'enfant puisse exprimer, et le parent aussi, exprimer tout ce qui est en lien avec l'inquiétude de ne pas arriver à raccrocher, de ne pas arriver à rebondir, ou pour les parents de ne pas avoir été à la hauteur. Enfin, il faut déconstruire ça, c'est-à-dire que c'est une expérience personnelle, même s'il y a une responsabilité collective, tout le monde a sa part, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément échoué en tant que parent quand l'enfant est décrocheur. C'est beaucoup plus complexe que ça, et par contre, il y a une responsabilité à être là et à effectivement être ouvert, plutôt que d'être aidé, être ouvert à toutes les opportunités d'aller vivre d'autres choses. Donc ça peut être aller faire du sport, aller se nourrir de culture, ça peut se raccrocher à des choses très concrètes comme la découverte de métiers, aller faire des stages, aller rencontrer des professionnels pour explorer le monde du travail. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller sur ce champ-là, et puis d'autres au contraire qui ont besoin d'aller vivre des événements de vie moins rattachés à des obligations et plus à du plaisir. Donc il faut accepter l'idée que les chemins ont besoin de se faire. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des missions locales ? Les missions locales accueillent de manière inconditionnelle tout jeune qui a entre 16 et 25 ans. Donc l'accueil inconditionnel, ça veut dire qu'on donne au moins un premier niveau d'information et d'orientation. On a un rôle de plus en plus développé avec l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on participe maintenant au repérage et on intervient dans les établissements scolaires avec plusieurs dispositifs qui permettent de faire découvrir aux élèves d'autres chemins que la formation initiale, donc l'apprentissage, mais aussi la formation continue et le droit à la formation tout au long de la vie. Donc les missions locales, déjà, commencent à rentrer vraiment de manière très forte dans les écoles pour préparer un maillage, pour éviter en fait les ruptures, pour éviter les risques d'effondrement. Parce qu'en fait, on sait que quand un élève arrête l'école de manière non anticipée, non décidée, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant de raccrocher. Et au plus, on va ne pas être dans la proposition et ne pas être dans l'exploration des autres possibilités, au plus ce temps peut durer très longtemps, jusqu'à 2-3 ans. Donc quand on arrive au bout de 2-3 ans en mission locale, on a moins de facilité à raccrocher un quotidien, à être dans des objectifs, dans la capacité aussi à réfléchir à ses propres objectifs, à la définition de ses objectifs, que quand ça fait quelques semaines qu'on se dit « là j'en peux plus, il faut que j'arrête ». Il y a une forme d'énergie qui n'est pas perdue et qui peut être au service de la suite. Donc les missions locales, elles accompagnent ensuite toutes les personnes qui le souhaitent et qui sont effectivement sorties du système scolaire, bien que de plus en plus on a des dispositifs qui permettent un entre-deux, qui permettent de rester à l'école tout en allant explorer d'autres choses dans des parcours aménagés. Mais on peut accompagner jusqu'à 25 ans révolus sur toutes les questions qui sont ce qu'on appelle l'approche globale de l'accompagnement, orientation, formation, emploi, santé, sport, loisirs, culture. Donc, l'idée des missions locales, c'est d'accompagner de manière vraiment la plus transversale possible un individu à devenir un citoyen autonome et émancipé. Donc l'emploi bien sûr, mais pas que, tout ce qui va lui permettre de se définir et de s'investir dans son parcours de vie. Merci beaucoup pour cette précision. On va conclure, on va revenir sur les parents, les rôles qu'ils ont à jouer. En préparant cet entretien, on parlait de l'association des parents d'élèves, par exemple. C'est vrai qu'on cotise pour l'association des parents d'élèves en début d'année, puis après, il n'y a rien d'autre. En fait, c'est des associations qui ont des rôles à jouer aussi dans le dispositif. En tout cas, ce sont des interlocuteurs privilégiés pour les parents quand il y a des difficultés. Les enseignants, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à aller à l'association des parents d'élèves. Il ne faut pas hésiter à voter, en fait, aussi, pour leur donner du poids. Il y a, au sein de l'établissement, mais aussi à des instances plus grandes, on est un pays d'espaces de délibération qui sont souvent inconnus. Et les fédérations nationales, elles ont des instances pour aller discuter aussi des politiques éducatives. Donc, en fait, c'est tout un maillon d'espaces de discussion, d'espaces de citoyenneté. Un parent est un citoyen, un enfant est un citoyen aussi, en construction. Et si chacun se saisit des espaces pour aller dire ce qui va pas, et transmettre une parole pour qu'elle soit relayée toujours un peu plus haut, ça permet une chaîne vertueuse, en fait, de relier le terrain, la réalité des individus, la réalité des collectifs, la réalité des institutions, avec les décideurs qui, in fine, s'ils ne sont pas nourris par ce terrain, sont hors sol, alors que si on les abreuve d'expériences et de solutions qui fonctionnent, et aussi également de choses qui sont à remettre en question, sont plus outillés pour être à la hauteur de nos besoins et de nos quotidiens. Une dernière peut-être précision ou proposition pour les parents qui nous écoutent.
Quelle serait l'idée forte de la revue que les parents pourraient appliquer ? Appliquer, alors, c'est une recette de cuisine, mais en tout cas, d'être attentif à l'idée qu'un enfant a besoin d'avoir des plaisirs à l'école. S'il n'y en a pas, c'est un signe important. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer apprendre, quoi que ça se développe. Mais s'il n'y a pas du tout de plaisir avec ses camarades, s'il n'y a pas du tout de plaisir à aucune découverte, c'est un signe très fort. Il faut être attentif à ça. Et que l'école est un partenaire, l'enseignant est un partenaire, l'enfant est un partenaire, le parent est un partenaire. Donc ce qui est à appliquer, c'est d'être acteur de cette expérience-là qui est le parcours scolaire d'un enfant. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.